La salle d'audition de l'émission de télé-réalité, The London Palate, était bondée de candidats et de caméras. Des dizaines de projecteurs suspendus au plafond éclairaient chaque poste de cuisine comme des lumières de scène, rendant la moindre perle de sueur pesante. Les gens prenaient la pause, ajustaient leurs cheveux, énonçaient leurs recettes à voix haute pour capter les perches des preneurs de son. Les plats étaient dressés comme des pièces de musée, tout était conçu pour impressionner. Clara Bennett était une exception totale. Elle se tenait au dernier poste, tel un élément oublié du décor. Son tablier froissé en toile de jute était noué lâchement, ses cheveux châtains foncés ramenés en arrière par un élastique noir délavé. Pas de logo de marque, pas d'équipe de soutien, pas d'équipe de tournage pour la filmer. Sur sa table, pas de casserole en cuivre française ni de machine à emballer sous vide sophistiquée, juste une casserole d'eau, une tranche de pain de seigle noir grillé, quelques asperges taillées uniformément et un œuf pochant lentement. Clara travaillait comme si elle était chez elle, silencieuse, méticuleuse et indifférente au regard des autres. De l'autre côté du plateau, quelqu'un entra et la salle perdit instantanément quelques décibels. Gordon Valle, l'homme le plus puissant de la cuisine britannique, 3 étoiles Michelin, visage de plus de 8 marques de luxe. Le juge principal du London Palate cette année. Il portait un costume gris anthracite, une cravate en soie argentée et une montre Patek Philippe au poignet. Chaque mouvement était suivi par une caméra. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement peignés, ses chaussures en cuir noir polies jusqu'à un fini miroir. Gordon ne marchait pas. Il s'avançait. Chaque pas avait son propre rythme, net et précis comme un couteau de chef. Il s'arrêtait à chaque poste de candidat, livrant des critiques à la fois acerbes et blessantes. Certains candidats fondaient en larmes, d'autres retenaient leur souffle. Lorsqu'il atteignit le poste de Clara, il s'arrêta. Sur le plateau se trouvait une assiette en porcelaine blanche. Au centre, une tranche croustillante de pain de seigle noir, surmontée de 3 asperges parfaitement saisies. Niché au milieu, un œuf poché au jaune d'or éclatant. Le tout arrosé d'un riche beurre noisette et de quelques zestes de citron. Pas de viande, pas de mousse. Aucune trace d'ambition Michelin. Gordon leva lentement son regard de l'assiette vers la femme qui se tenait devant lui. « C'est votre plat » demanda-t-il, la voix aussi plate et froide qu'un comptoir en acier. Clara hocha la tête, le regard inébranlable. « Oui. » Gordon sourit. Pas un grand sourire, mais le genre de sourire de quelqu'un qui a vu trop de choses médiocres habillées de grands noms. « Œuf poché et toast » répéta-t-il comme s'il testait la chute d'une blague. « Vous êtes sûr d'être au bon endroit? C'est le London Palate, pas la cantine d'une gare. » Clara ne dit rien. Elle savait qu'elle serait critiquée, probablement éliminée au premier tour. Mais elle avait quand même choisi ce plat. Celui que sa mère préparait chaque week-end avec ce qu'ils avaient. Et quand sa mère est décédée, ce fut le premier repas que Clara cuisina seule. Non pas pour manger, mais pour se souvenir. Gordon pencha la tête et continua. Ou peut-être visez-vous à jouer la carte de l'outsider parmi les professionnels, en espérant que le public ait pitié de vous. Quelques ricanements résonnèrent en coulisses. Une juge fronça les sourcils, mais les caméras restèrent braquées sur Clara, attendant une réaction. La colère, les larmes, la panique, rien ne vint. Clara poussa simplement le plateau vers lui. « Goûtez, s'il vous plaît. » Gordon prit une cuillère, trancha l'œuf. Son jaune chaud se répandit. Il prit un peu d'œuf, d'asperges et de beurre noisette. Personne ne s'attendait à autre chose qu'une remarque sarcastique. Il porta la cuillère à sa bouche. Silence. L'instant s'étira plus longtemps que d'habitude. Les yeux de Gordon s'immobilisèrent. Il ne parla pas, ne grimaça pas, ne hocha pas la tête. Il resta simplement là. Clara le regardait, non pas anxieuse, mais observatrice. Car elle savait que ce plat ne venait pas d'une recette, il venait de la mémoire. Et la mémoire, quand elle est vraie, fait que les gens s'arrêtent. Gordon reposa la cuillère, les lèvres légèrement pressées. Sa main droite toucha le bord de la table, comme pour un équilibre inconscient. Une lueur vacilla dans ses yeux, non pas parce que le plat avait un défaut, mais parce qu'il ravivait quelque chose d'enfoui trop profondément. Plus personne ne riait, plus personne ne parlait. Un silence tomba, comme si quelque chose d'important venait de se produire, bien que personne ne sût exactement quoi. Gordon recula. Pas de commentaire, pas de tape dans le dos, pas de signe de tête. Il se tourna et s'éloigna, comme s'il venait d'effleurer un souvenir qu'il ne voulait pas revivre. Clara baissa la tête,
rangeant tranquillement le bol d'eau de cuisson des œufs. Pas d'interview, personne ne demanda la recette. Mais ce qui devait être dit, elle l'avait déjà dit à travers le plat. Et Gordon, un homme qui n'était jamais à court de mots à la télévision, n'avait rien à dire. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Une fille sans histoire. 2 jours après le tour préliminaire, le nom de Clara Bennett commença à apparaître sur les forums culinaires et les groupes de fans de l'émission. Non pas à cause de son plat, ni d'une technique exceptionnelle, mais à cause de l'expression de Gordon Val. Il était resté muet. Un post avec ce titre devint viral, accompagné d'une photo en gros plan du visage de Gordon alors qu'il goûtait l'œuf poché de Clara. Sur l'image, ses yeux habituellement vifs et froids s'étaient adoucis, touchés par quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Clara devint un sujet brûlant, mais lorsque les journalistes commencèrent à enquêter sur son passé, ils découvrirent qu'il n'y avait rien à creuser. Aucun dossier d'école de cuisine, pas de réseaux sociaux professionnels, pas de récompenses culinaires, pas de livres de cuisine publiés, pas de cours remarquables auxquels elle aurait assisté. Juste quelques vieux articles sur un restaurant de bord de route dans le Yorkshire, où une fille nommée Clara avait travaillé il y a 3 ans, puis avait disparu. Les producteurs de l'émission étaient perplexes. Ils étaient habitués à construire des histoires autour de candidats au parcours bien défini, facilement façonnables en arcs narratifs convaincants. Mais Clara était une page blanche, et cette page blanche rendait les gens curieux. Gordon, cependant, ne cachait pas son irritation. Lors d'une réunion des juges à huis clos après le tour préliminaire, il jeta le dossier de Clara sur la table. Qui est-elle? Quelqu'un sans formation formelle, sans compétences vérifiables, et elle passe juste parce que je n'ai rien dit? Un autre juge répondit. Vous ne pensez pas que c'est peut-être parce que sa cuisine était vraiment bonne? Gordon ricana. Un œuf poché m'a laissé sans voix. D'accord. Mais une compétition nationale ne peut pas reposer sur des sentiments éphémères. Mais les producteurs pensaient différemment. Le clip de Gordon goûtant le plat de Clara avait atteint plus de 5 millions de vues en seulement 48 heures. Des hashtags comme hashtag Elle est Clara Bennett, hashtag Une œuvre qui est faite Gordon, et hashtag Le petit déjeuner silencieux étaient en tendance sur Twitter. Le public l'adorait. La façon dont elle restait immobile, sans jamais se défendre. La façon dont elle cuisinait comme si elle tenait un souvenir. La façon dont quelqu'un de moqué, n'ayant rien à exhiber, pouvait encore réduire au silence absolu l'homme le plus célèbre de la cuisine. Et la télévision, comme toute industrie, suit le public. Clara fut officiellement confirmée comme l'une des 10 concurrents participant à la compétition télévisée principale. La fille sans histoire, sans équipe de soutien, sans look prêt pour les médias était maintenant la protagoniste accidentelle. Gordon n'était pas content. Lors de la première session d'orientation, il refusa de regarder Clara. Lorsqu'on lui assigna un poste de cuisine à côté du sien, il changea de place. Quand les caméras ne tournaient pas, il dit au réalisateur « Je ne fais pas de cascade de télé-réalité ». Mais cela ne fit qu'intriguer davantage le public. Ils poussèrent le récit plus loin. La fera-t-elle taire à nouveau? Qui est vraiment Clara? Si elle n'a pas besoin de diplôme pour prouver sa valeur, le talent seul suffit-il? En ligne, les fans commencèrent à fouiller les articles locaux. Ils trouvèrent une vieille photo de Clara à côté d'une femme âgée, confirmée être sa mère. Madame Hélène Bennett, une enseignante d'école primaire à la retraite. Clara avait autrefois tout quitté pour rentrer chez elle et s'occuper d'elle. Ils découvrirent également un commentaire sous un post d'adieu de la maison de retraite où Clara avait travaillé comme aide-cuisinière. Clara ne parlait pas beaucoup, mais son poisson grillé d'hiver a fait finir son assiette à Mademoiselle Margaret pour la première fois après 3 mois de refus de s'alimenter. Un plat qui peut changer l'humeur de quelqu'un, ça me suffit. Pourtant, Gordon maintint sa position froide. Il ne croyait pas aux émotions vagues, ne croyait pas que quelqu'un sans formation formelle puisse aller loin, et surtout, il ne faisait pas confiance à sa propre réaction, à ce moment de silence que Clara lui avait arraché. Clara le savait, mais elle ne répondit pas. Lors de la première session d'enregistrement, lorsque le réalisateur l'interrogea sur son passé, elle dit seulement « Je n'ai pas de grande histoire à raconter. J'ai juste quelques plats. J'espère qu'ils en diront un peu sur moi. » Gordon l'entendit, mais ne fit aucun commentaire.
Cette fille l'irritait, non pas parce qu'elle faisait quelque chose de mal, mais parce qu'elle n'essayait même pas de se démarquer. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de la remarquer. Et il détestait ce sentiment. Le défi de cette semaine au London Palate avait un thème étrange, un plat de la mémoire. Il ne serait pas jugé sur la technique ou mesuré par la teneur en protéines, mais par quelque chose de bien plus insaisissable, l'émotion. Et c'est justement ce qui rendait les candidats à la fois ravis et terrifiés, mais pas Clara Bennett. Lorsque le thème fut annoncé, elle baissa simplement la tête, pressa ses lèvres et sortit tranquillement un petit carnet de la poche de son tablier. Sur la première page, écrite d'une écriture fanée et d'une encre violette inclinée, se trouvait une seule ligne. Pour ceux qui mangeaient autrefois en silence. Elle savait exactement ce qu'elle allait cuisiner. Pas les biscuits que sa mère faisait les jours de pluie, ni les œufs brouillés qu'elles avaient partagés un jour où toutes deux étaient encore assez en bonne santé pour manger ensemble, mais une simple soupe de légumes. Celle que sa mère préparait le dernier dimanche de chaque mois, puis apportait à l'orphelinat de Briarhill. À l'époque, Clara n'était qu'une petite fille. Elle s'asseyait dans la voiture, attendant, regardant à travers la vitre embuée sa mère, dans un tablier gris, remuer une grande marmite de soupe. L'arôme se répandait jusqu'à la rue. Elle n'oublierait jamais les yeux des enfants de l'orphelinat ce jour-là. Pas les yeux de la faim, mais les yeux de l'attente. Clara commença à préparer les ingrédients. Oignons, céleri, carottes, courges, pommes de terre. Elle épluchait chaque pomme de terre comme si elle caressait un souvenir, tranchait chaque carotte comme si elle coupait à travers les années. Personne ne prêtait attention. Tous les autres étaient occupés à recréer des plats d'enfance élégants. Un rôti de bœuf d'un été à Rome, le goût des coquilles Saint-Jacques d'un dernier dîner avec un père, des choux à la crème offerts en récompense après une cérémonie de remise de diplôme. Tout ce que Clara avait, c'était une soupe de légumes. Gordon passa devant son poste. Les producteurs avaient demandé au juge de visiter les cuisines pour des images supplémentaires. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter jusqu'à ce qu'une odeur inconnue arrête ses pas. Pas inconnue dans le sens d'étrange, mais de la manière dont une vieille mélodie surgit soudain dans une foule. L'odeur du céleri adouci jusqu'à la douceur, des oignons légèrement caramélisés à l'huile d'olive, de riches légumes mijotés et quelque chose de chaud qui enveloppait le tout. Ils s'effigèrent. « Que préparez-vous » demanda-t-il. Clara ne le regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur le bouillon frémissant. Une soupe de légumes. Une soupe de légumes. Gordon haussa un sourcil. Vous essayez de gagner le public avec un plat de convalescent? Clara laissa échapper un petit rire. Non, je cuisine juste ce dont je me souviens. Gordon plissa légèrement les yeux. Et qui l'a cuisiné en premier? Ma mère, répondit lentement Clara. Elle était bénévole à Briarhill. Gordon se figea. Ce nom, Briarhill, frappa son esprit comme une cloche invisible. Il connaissait cet endroit. Le connaissait bien. Briarhill était l'orphelinat où il avait passé les 4 premières années de sa vie. Un endroit dont personne ne voulait se souvenir, mais que personne ne pouvait oublier. Il regarda Clara, de près, vraiment, pour la première fois, sans le prisme du sarcasme. Elle travaillait dans la cuisine là-bas, demanda-t-il, sa voix notablement plus lente. Clara secoua la tête. Pas officiellement. Elle venait juste quelques fois par mois. Pas de badge, pas de paperasse. Elle disait toujours. Tant que la nourriture parvient à ceux qui en ont besoin, peu importe qui l'a faite. Gordon de gluttait difficilement. Un souvenir remonta. Une image floue d'une femme aux cheveux bruns, portant une écharpe, remuant une immense marmite de soupe dans une cuisine froide. Il avait 8 ans. Personne ne connaissait son nom. Personne ne demandait. Mais chaque fois qu'elle venait, la soupe était assez chaude pour être mangée sans pain. Et cette nuit-là, les enfants dormaient toujours bien. Il n'aurait jamais pensé retrouver cette soupe. Et maintenant, elle fumait juste devant lui. Le jugement commença. Clara s'avança, portant un plateau d'argent avec un simple bol blanc. Pas de garniture. Pas de décoration. Elle se tenait sous les lumières de la scène, ne tremblant pas, n'essayant pas de s'expliquer. Juste une voix ferme. C'est la soupe que ma mère faisait quand elle était bénévole à Briarhill. Chaque fois qu'elle la cuisinait, elle disait « Un bon plat ne surprend personne. Il réduit au silence. Je n'essaie de surprendre personne. J'espère juste que quelques personnes se tairont. » Le public laissa échapper un petit rire. Mais pas Gordon. Il prit sa cuillère, prit une bouchée. Cette saveur, ce n'était pas similaire. C'était exact. Non pas à cause de l'assaisonnement ou des proportions,
mais à cause du sentiment. Cette sensation de chaleur qui monte de la gorge se propage dans la poitrine et pique le nez. Non pas à cause du poivre, mais du souvenir. Il reposa l'aquilere. Ne dit rien. Ne pouvait rien dire. Gordon se leva et quitta la table des juges, sous le silence stupéfait du studio. Les caméras pivotèrent pour le suivre. L'animateur se figea, prêt avec une blague. Mais le regard dans les yeux de Gordon ne permettait aucune interruption. Clara resta en place. Pas souriante, pas nerveuse, juste calme. Un des autres juges se pencha et murmura. « Saviez-vous que Gordon a vécu à Briary ?» Clara se tourna, surprise. « Non, je ne savais pas. » Elle ne le savait vraiment pas. Mais maintenant, elle comprenait. Le plat que sa mère avait autrefois apporté à des enfants sans nom avait un jour sauvé l'un d'eux. Et maintenant, une partie de ce repas était revenue à travers les propres mains de Clara, pour atteindre le cœur d'un homme qui pensait n'avoir plus rien à ressentir. Lorsque l'épisode fut diffusé, les réseaux sociaux explosèrent. Elle est la fille de la femme qui faisait de la soupe pour les orphelins. Gordon a pleuré pour la première fois à la télévision. Clara ne cuisine pas seulement de la nourriture. Elle cuisine des souvenirs. La presse l'appela la soupe du silence. Mais pour Gordon, dans son cœur, elle avait un autre nom. La soupe de celle qui n'avait pas de nom. Gordon Val n'était pas du genre à reconnaître facilement ses émotions. Surtout pas devant des millions de téléspectateurs et une caméra toujours prête à capter le moindre froncement de sourcils. Il maintint son apparence froide dans les épisodes suivants du London Palate, se moquant toujours des candidats, coupant toujours les autres en pleine phrase comme un couteau propre sur une planche à découper. Mais avec Clara Bennett, la fille qu'il avait laissée sans voix, non pas une, mais 2 fois, Gordon ne pouvait pas garder son rythme habituel. Une semaine après l'épreuve du plat de la mémoire, Gordon appela Alina West, la productrice de l'émission, et demanda sans détour. « Cette fille, a-t-elle accepté des offres d'emploi ?» « Elle les a toutes refusées, » répondit Alina. « Ne veut pas ouvrir de restaurant, ne veut pas être ambassadrice de marque, a refusé les offres de livres de cuisine. Que veut-elle? Une cuisine propre et le silence. » 3 jours plus tard, Gordon se rendit personnellement à Windermere et frappa à la porte d'une petite maison en bordure de ville où Clara vivait avec sa mère. Le chef 3 étoiles Michelin, le même homme qui avait un jour refusé un banquet royal pour la couronne suédoise, se tenait maintenant à un portail en bois usé à côté d'une jarre d'eau remplie de plants de menthe. Clara ouvrit la porte, toujours dans sa vieille chemise à boutons et son tablier en lin. Pas de maquillage, pas de surprise, pas de méfiance. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Pour vous offrir un poste d'essai comme mon aide-cuisinière. » Répondit-il comme s'il proposait la chose la plus ordinaire du monde. « Vous plaisantez ?» Clara eut un petit rire. Très sérieusement. « 1 mois. Pas de salaire. Juste la cuisine, les couteaux et la vérité. » Elle marqua une pause de quelques secondes, puis hocha la tête. Le restaurant éponyme de Gordon, Val, était niché dans le centre de Londres derrière un portail en acier, gris sans enseigne. Il n'y avait pas de réservation en ligne. Si vous vouliez y dîner, vous deviez appeler au moins 3 mois à l'avance ou être sur la liste. Clara arriva un lundi après-midi, le seul moment où la cuisine n'était pas en service. Gordon la guida à travers des rangées de comptoirs en acier inoxydable, de chambres froides et de la salle de dégustation. Tout ici était obsessionnellement propre. Pas une seule cuillère hors de sa place. Les épices étaient mesurées au milligramme près. L'équipe de cuisine se déplaçait comme une armée silencieuse et synchronisée, précise et sans mots. Clara avait l'impression d'être entrée dans un autre monde. « Je suis le chef de cuisine ici, » dit Gordon platement. « Vous n'êtes pas ici pour impressionner. Vous êtes ici pour apprendre et servir. Et si je ne m'intègre pas, la sortie est à l'arrière. Mais ne vous inquiétez pas, je ne goûterai plus votre soupe, » ricana Clara. Cette dernière phrase, ce n'était pas une moquerie. C'était à moitié une blague. Et pour la première fois, elle vit Gordon sans son armure. Dès la première semaine, ils s'affrontèrent constamment. Clara n'utilisait pas de couteau japonais. Elle préférait les Allemands. Gordon insistait sur des ingrédients coupés uniformément. Clara disait « Une carotte doit être coupée comme elle le veut. » Il suivait un ratio exact pour la sauce hollandaise, elle ajustait au feeling. Gordon appelait ça de l'imprudence. Clara appelait ça écouter l'aliment. Alors vous y allez à l'instinct. Et si c'est faux, vous blâmez l'âme du plat, lança Gordon lorsque Clara laissa la chaleur monter un peu trop sur le cabillaud à la vapeur de citron. Non,
J'y vais à la mémoire. Ma mère m'a dit un jour que si on ne goûte pas chaque partie, on ne cuisine pas avec son cœur. Clara ne recula pas. Ils étaient des opposés. L'un croyait en la précision absolue, l'autre en l'émotion et l'intuition. Mais au milieu de leurs disputes enflammées, il y eut des moments, petits, surprenants, où ils commencèrent à se voir différemment. Une fois, le chef de nuit mélangea accidentellement du sel au lieu du sucre dans la sauce principale. Gordon était sur le point d'exploser quand Clara intervint silencieusement, goûta, puis mélangea calmement un mélange de gingembre frais, de jus de citron, de vin de riz et de sauce soja, l'ajustant avec une pincée de graines d'aneth. Le plat fut sauvé. « Vous ne l'avez pas blâmé ?» demanda Gordon tranquillement. « J'ai fait pire comme erreur. Un jour, ma mère m'a juste dit, les erreurs ne te définissent pas. C'est la façon dont tu les corriges qui le fait. » Gordon ne répondit pas, mais ses yeux s'adoucirent de manière indéniable. Un soir, la cuisine était fermée. Clara resta tard pour passer la serpillière et nettoyer une série de lourdes marmites. Gordon sortit de son bureau, prêt à partir, et la vit se laver les mains sous le robinet. Pas de maquillage, pas de conversation de salon, juste la lumière du plafonnier tombant sur ses cheveux humides. Elle baissa légèrement la tête, se frottant doucement les mains. L'eau coulait sur ses doigts, rinçant l'huile, la farine et l'épuisement. Gordon se figea, non pas à cause de la beauté, mais à cause de cette immobilité. Comme si elle n'avait besoin de personne. Ne demandait rien. Elle était simplement là, présente dans la cuisine, sans mots, sans performance, sans besoin de reconnaissance. Il pensa à lui-même à 12 ans, dans une cuisine industrielle glaciale, les mains tremblant sous le poids du couteau. Personne pour le guider, personne pour le rattraper. Et maintenant, il y avait Clara, se lavant les mains comme si c'était le rituel de quelqu'un qui ne portait aucune colère. Clara croisa son regard tranquillement. Elle ne demanda rien, mais elle savait. Gordon n'était pas seulement un homme obsédé par le contrôle. C'était quelqu'un qui avait grandi dans un tel chaos qu'il devait tout contrôler juste pour survivre. Et peut-être n'avait-il jamais goûté un repas vraiment cuisiné avec amour. Il pleuvait. Londres était froide et humide ce jour-là. Clara arriva plus tôt que d'habitude. Elle apporta avec elle un récipient de soupe de légumes, celle que sa mère faisait. Même recette, même saveur. Mais cette fois, elle ajouta une touche de noix de muscade parce que Gordon l'avait mentionné un jour, lui rappelant son premier hiver après avoir été adopté. Gordon n'était pas dans la cuisine. Elle posa la soupe sur le comptoir avec une petite note. « Ce n'est pas un plat parfait, mais si vous le goûtez et ne dites rien, je saurai que je fais toujours ce que ma mère m'a appris. » Elle partit avant son arrivée. Gordon entra, vit le récipient, l'ouvrit, goûta et ne dit rien. Pendant très longtemps, c'était un matin comme les autres. La cuisine de Val vibrait au rythme familier des lames frappant les planches à découper. Le doux murmure des marmites et des poêles mijotant comme le battement de cœur d'une machine fonctionnant à son apogée. Clara venait de s'essuyer les mains et préparait des légumes pour le service du déjeuner quand le téléphone de Gordon sonna, urgent et implacable. Il décrocha, puis se figea. Un titre venait d'être publié sur le circuit médiatique culinaire européen. Gordon Val et l'ancien scandale. Son plat le plus célèbre n'était pas le sien. L'article incluait une citation d'une femme chef qui avait travaillé avec Gordon il y a 12 ans lors d'une prestigieuse compétition en France. Dans l'interview, elle déclarait « Le dessert primé n'était pas la création de Gordon. Je pensais que nous étions une équipe. Mais le jour de la cérémonie de remise des prix, il n'a pas dit mon nom. Pas une seule fois. Son nom était Élodie Marais, autrefois le plus jeune talent du cordon bleu. Après le scandale, elle fut qualifiée de chercheuse de gloire et expulsée de l'Association internationale des chefs pour violation de l'éthique professionnelle. Élodie avait disparu du monde culinaire pendant près d'une décennie. Clara lut l'article dans le salon du personnel, l'écran de son téléphone reflétant l'ombre grandissante sur son visage. Son cœur se serra, non pas à cause du titre scandaleux, mais à cause de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle avait commencé à croire que Gordon était différent maintenant, un homme apprenant à changer, à s'adoucir, à se taire pour les choses qui comptaient vraiment. Mais cette tâche ne pouvait pas être lavée par une soupe ou le rare sourire qu'il offrait en cuisine, ni même par les mots de conseil silencieux qu'il lui avait donnés quelques nuits auparavant. Elle entra dans la chambre froide, se tenant parmi les caisses de légumes, laissant le froid mordre ses mains comme si la piqûre pouvait la maintenir alerte. Gordon ne dit rien. Il passa plusieurs fois devant Clara pendant le service du déjeuner,
ses yeux ne rencontrant jamais les siens. Et elle ne demanda rien. Ce soir-là, le restaurant se vida plus tôt que d'habitude. Clara s'apprêtait à partir quand Gordon la rappela. « Pouvons-nous parler ?» Sa voix était basse, non pas autoritaire, non pas suppliante, juste celle d'un homme ayant besoin d'être entendu et peut-être pardonné. Elle s'assit à la familière table en acier inoxydable. Pas de lumière de scène, pas de fumée de caméra, juste eux deux et un passé qui refusait de rester enterré. « Cette histoire, c'est vrai, » dit Gordon, les yeux fixés sur les ombres derrière le four, hors de portée de toute lumière. Élodie a conçu ce dessert. Nous avons travaillé ensemble, mais j'étais le visage, le présentateur, celui qui était devant les caméras. Vous avez oublié de la mentionner? Demanda Clara. Sa voix n'était pas en colère, juste celle d'une personne demandant un aveu. Non, je ne l'ai délibérément pas mentionné, dit-il. Je pensais que si je partageais la vedette, je disparaîtrais. Je voulais gagner. Clara déglutit le nœud serré dans sa gorge, non pas par choc, mais par une déception lente et amère, comme l'arrière-goût d'un café trop torréfié. « Elle a tout perdu, demanda-t-elle. Elle ne méritait pas ça, dit Gordon. Je sais, mais à l'époque, je croyais que pour survivre dans ce monde, il fallait voler avant de se faire voler. Clara s'est haute. Elle repensa à leur dispute sur les couteaux, sur les sauces, sur la tendreté parfaite des œufs durs. Elle avait cru que Gordon était arrogant à cause de son obsession du contrôle. Maintenant, elle comprenait qu'il était quelqu'un qui vivait dans la peur constante de perdre sa place, un garçon qui avait grandi sans rien à lui. Alors, quand la lumière des projecteurs est venue, il s'y est accroché comme si c'était sa bouée de sauvetage. « Le regrettez-vous » demanda tranquillement Clara. Gordon la regarda droit dans les yeux. « Oui, mais pas parce que c'est sorti. Parce que j'ai perdu quelque chose de plus précieux que la réputation. » Clara fronça les sourcils. « Quoi ?» Il répondit sans hésitation. « Le respect de soi aux yeux de quelqu'un comme vous. » Elle se détourna, les émotions montant. Elle n'était pas sûre si c'était de la douleur, de la sympathie ou les deux, mais une partie d'elle voulait encore croire en lui comme elle l'avait fait autrefois. Gordon se leva, se dirigea vers l'étagère à épices et sortit un petit pot. « C'est l'aneth séchée que votre mère utilisait, n'est-ce pas? Je l'ai pris de la cuisine du studio que vous avez utilisée la dernière fois, dit-il en le posant sur la table. Vos souvenirs m'ont sauvé 2 fois, mais les miens ont autrefois détruit quelqu'un d'autre. » Elle se leva, croisa son regard, la voix rauque. « Je n'ai pas besoin que vous soyez parfait. J'ai juste besoin que vous soyez honnête. » Gordon hocha la tête, un signe de tête sans fierté, sans défense, comme s'il rendait enfin quelque chose qu'il avait volé, aux autres et à lui-même. Cette nuit-là, Clara ne partit pas immédiatement. Elle retourna dans la cuisine et prépara tranquillement une théière de thé au gingembre. Elle ne dit rien sur le pardon, mais elle posa 2 tasses sur la table, une pour lui, une pour elle. La vapeur s'enroulait entre elles, comme un pont fragile mais honnête, se reconstruisant entre 2 âmes blessées. Vous suivez toujours l'histoire? Si ce récit vous a trouvé en dehors d'histoire d'âme, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit où Gordon avait avoué la tâche la plus sombre de sa carrière. Clara se présentait toujours au travail à l'heure, cuisinait toujours, souriait toujours au serveur et lavait tranquillement ses couteaux après le dernier service. Mais entre elle et Gordon, il y avait maintenant un espace, quelque chose qu'aucun plat ne pouvait combler. Elle ne l'évitait pas, ni n'était froide. C'est juste que le silence entre eux, autrefois chaleureux et facile, ressemblait maintenant à un courant d'air soufflant à travers une cuisine qui était autrefois pleine de feu. Clara ne savait pas ce que Gordon pensait. Elle n'était même pas sûre de ce qu'elle ressentait. Mais elle se souvenait de ces derniers mots cette nuit-là. « J'ai perdu le respect de moi-même aux yeux de quelqu'un comme vous. » Elle ne savait pas si elle le regardait toujours de la même manière, mais elle remarqua que depuis ce jour, Gordon ne se déplaçait plus rapidement en cuisine. Il ralentissait, se tenant souvent immobile, les yeux fixés sur les flammes comme si elles brûlaient quelque chose d'ancien. Le vendredi matin, alors que Clara préparait les légumes pour le service du soir, Gordon entra dans la cuisine, non pas avec son carnet habituel, mais avec un petit bout de papier qu'il posa sur la table. « Cet après-midi, dit-il, sans lever les yeux de ses mains épluchant des échalotes. Je vais la voir. » Clara leva les yeux. Elle? Il n'y avait pas besoin de demander. C'était Élodie Marais. « J'ai appelé, continua Gordon.
Elle a accepté de me rencontrer. Pas de caméra, pas de presse. Je ne veux personne pour en être témoin, sauf celle qui en a besoin. Clara ne dit rien, mais son regard s'adoucit. Viendriez-vous avec moi? Demanda Gordon. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas déguisé en proposition désinvolte. C'était la demande la plus honnête qu'il ait jamais formulée. Clara hocha la tête. Cet après-midi-là, ils se rendirent dans une petite ville près de Lyon, en France. La maison d'Élodie ressemblait presque à celle de la mère de Clara, à Windermere. Vieux toit de tuiles, mur en plâtre délavé, une clôture couverte de rosiers grimpants en fleurs. Élodie ouvrit la porte, les cheveux attachés bas, le visage moins radieux que sur les vieilles photos, mais les yeux toujours vifs. Elle ne sourit pas. Elle n'accusa pas. Elle ouvrit simplement la porte, leur fit signe d'entrer et dit « Je n'ai rien à servir aux invités. Je ne cuisine plus pour personne d'autre que moi-même maintenant. » Clara S. Vankedausmet. Alors, laissez-moi cuisiner. Personne ne s'y opposa. Dans la petite cuisine d'Élodie, Clara trouva quelques œufs, des légumes feuilles, du vieux pain, quelques oignons secs et une bouteille d'huile d'olive. Elle prépara des œufs cocottes à la française, grilla le pain avec de l'ail et du basilic, et fit sauter simplement les légumes. Pas de sauce sophistiquée, pas de dressage élégant. Juste un petit repas, mais assez chaud. En posant les assiettes sur la table en bois rayé, Clara dit « Ma mère disait que certains repas ne sont pas faits pour être mémorables. Ils sont faits pour permettre aux gens de s'arrêter un instant. » Ils s'assirent tous les trois. Personne ne toucha la nourriture tout de suite. Gordon fut le premier à parler. « Je n'ai aucune excuse, » dit-il, sans croiser le regard d'Élodie. À l'époque, j'avais peur de perdre ma place. Je pensais que les projecteurs étaient la seule chose qui me maintenait dans un monde auquel je n'ai jamais appartenu. Et quand vous avez apporté ce plat, je savais qu'il gagnerait. Mais j'avais peur que s'il gagnait avec nous deux, les gens vous choisiraient. Élodie resta silencieuse. Ses mains sous la table se crispèrent, puis se relâchèrent lentement. Je vous écoutais votre carrière, votre voix, votre confiance, continua Gordon, la voix mal assurée. Et je ne vous demande pas de me pardonner. Je veux juste que vous sachiez que ce plat n'est pas la seule chose que je me souviens de vous. Je me souviens de la façon dont vous riez en fouettant les blancs d'œufs. Comment vous peaufiniez chaque petit détail, même quand personne ne le remarquait. Je me souviens des choses que j'ai essayé d'oublier parce que j'avais trop honte. Élodie fouilla dans sa poche, sortit un mouchoir et tamponna lentement ses yeux. Pourtant, elle ne dit rien. Clara prit tranquillement une bouchée de toast, laissant à Gordon l'espace pour affronter le passé. Elle comprenait que le repas d'aujourd'hui n'était pas pour le plaisir. Il était là pour permettre aux gens de s'asseoir ensemble sans avoir besoin de justification. Finalement, Élodie leva les yeux, la voix rauque. « J'ai beaucoup perdu, mais j'ai aussi appris. J'ai appris que je n'avais pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour savoir qui je suis. Je ne cuisine plus, mais je suis toujours là. » Gordon hocha la tête. Clara posa doucement sa main sur la table. « Je ne peux pas réparer ce qui a été perdu. Mais si aujourd'hui j'ai pu cuisiner pour vous deux, peut-être ai-je aidé ce plat à devenir plus qu'une simple cicatrice. » Élodie regarda Clara. Pour la première fois, ses lèvres s'incurvèrent en un faible sourire. Non pas parce qu'elle se sentait réconfortée, mais parce qu'elle voyait en Clara quelque chose qui pourrait s'appeler du courage. Le courage de se tenir entre deux personnes brisées et de les réchauffer avec quelque chose de simple. Le repas se termina sans les mots « Je te pardonne ». Mais il n'y avait pas d'amertume non plus. Juste trois personnes partageant un repas sans invité, sans public, sans attente. Et quand ils se levèrent de table, ils emportaient avec eux quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus honnête. Sur le vol de retour vers Londres, Gordon ne parla pas beaucoup. Mais alors que l'avion atterrissait, il se tourna vers Clara et dit « Merci d'avoir été là. Pas pour la pardonner à ma place, mais pour avoir cuisiné un repas qui m'a fait cesser de me sentir comme un voleur. » Clara sourit simplement. « Je ne peux pas sauver votre passé, mais peut-être que je peux aider à sauver la façon dont vous le voyez. » Après le voyage à Lyon, Clara et Gordon n'étaient plus deux personnes maintenant une distance en cuisine. Il n'y eut pas de changement évident dans la façon dont ils se traitaient. Ils se disputaient toujours sur l'assaisonnement, l'ordre de dressage et l'épaisseur de la couche de caramel. Mais le silence entre eux avait changé. Ils ne portaient plus de tension ou de doute, mais de la compréhension. Pas de la méfiance, mais de la confiance. Et ce changement fit que la cuisine de Val, autrefois tristement célèbre pour être une machine froide et impeccable,
commença à se réchauffer peu à peu. Un rare après-midi où la cuisine ferma tôt, Clara et Gordon s'assirent ensemble au petit bar à l'arrière, une zone que les clients ne voyaient jamais. Devant eux se trouvaient 2 tasses de thé à la menthe et une tranche de pain perdu à la cannelle que Clara avait faite pendant un moment de creux. Ils ne parlèrent pas pendant un long moment. Dehors, une douce brise agitait l'air du début d'automne de Londres, apportant l'odeur de l'herbe humide par la fenêtre. Gordon ne se souvenait pas exactement de l'âge qu'il avait la première fois qu'il avait eu un repas chaud. Ses premiers souvenirs ne contenaient pas de pain grillé doré, pas de cliquetis réconfortant de brûleurs à gaz le matin, pas d'arôme d'oignons sautés d'une marmite de riz fumante. Son enfance, c'était le grincement des portes en fer chaque matin, des files silencieuses d'enfants marchant vers le réfectoire commun, des plateaux en plastique rayés et remplis de soupe aqueuse et de pain rassis. Mais un jour, au milieu de l'hiver, la soupe avait du goût. Elle avait de vrais légumes. Elle sentait le céleri. C'était quelque chose de plus doux que la solitude. Le garçon de 8 ans ne savait pas qu'il avait cuisiné, mais il s'en souvenait clairement. Cette nuit-là, il dormit au chaud. 30 ans plus tard, Gordon était assis dans l'arrière-cuisine de son propre restaurant, sirotant du thé à la menthe et écoutant une femme parler d'une voix calme et posée de sa mère, comme si elle racontait une histoire pour s'endormir. La femme était Clara, et sa mère, Margaret, aurait très bien pu être la personne qui avait donné à Gordon son premier souvenir d'un repas fait avec amour. Ma mère était enseignante, dit Clara, les yeux fixés non pas sur Gordon, mais sur les veines du bois de la table. Après sa retraite, elle a refusé de rester inactive. Elle a dit, dans le temps qu'il me reste, je veux faire quelque chose qui me fasse me sentir utile. Elle a choisi la cuisine. Continua Clara, comme si elle lisait un journal usé. Chaque mois, elle préparait plus de 100 repas. Elle lavait, coupait, cuisinait, emballait elle-même, puis conduisait vers des orphelinats, des refuges, des foyers pour femmes battues, même des maisons de retraite. Gordon ne dit rien. Il hocha seulement la tête lentement, comme si tout son corps avait besoin d'écouter ce qu'elle allait dire ensuite. Je pensais qu'elle faisait ça pour la reconnaissance. J'étais même en colère quand elle refusait toutes les invitations à parler à la télévision locale. Un jour, je lui ai demandé, « Ne veux-tu pas que les gens te remercient ?» Elle m'a regardé longuement et a finalement dit, « Si tu cuisines pour quelqu'un juste pour qu'il te remercie, alors ce n'est pas de la nourriture. C'est un accoulant. » Clara leva les yeux, son regard clair. Ma mère n'avait pas besoin d'être remerciée. Elle avait seulement besoin de savoir que quelqu'un avait bien mangé cette nuit-là, et je pense que vous étiez peut-être l'une de ces personnes qui ont goûté sa soupe. Gordon laissa échapper une lente et silencieuse respiration, comme s'il venait de brosser la poussière d'un souvenir longtemps oublié. L'image de Briard il remonta, plus vive que jamais. Pas seulement le goût, mais la vision d'une femme aux mains rugueuses remuant de la soupe avec une cuillère en bois géante, grondant doucement les enfants de ne pas se battre pour les portions, puis glissant une louche supplémentaire au garçon au bout de la file. Ce garçon, c'était lui. Je pensais que votre mère venait par charité, dit Gordon, sa voix profonde et lourde, comme le fond d'un bouillon longuement mijoté. Mais maintenant, je sais qu'elle nourrissait l'espoir. L'espoir, murmura Clara, comme si elle rêve. Était quelque chose qu'elle n'avait, elle aussi, jamais entièrement compris. Il hocha la tête lentement, non seulement en nourrissant les corps des enfants, mais en leur rappelant que le monde ne les avait pas entièrement abandonnés. Ils retombèrent dans le silence, dans la pièce, rien que le bourdonnement de la ventilation, la douce lumière jaune frappant la verrerie vide, et la présence silencieuse d'un assaisonnement trop subtil pour être nommé. Clara serra un peu plus sa tasse, sa voix trembla très légèrement, comme une cuillère d'argent reposant dans un bol en porcelaine. J'avais l'impression que ma mère aimait les autres plus que moi, car chaque fois que j'avais besoin d'elle, elle était partie cuisiner pour des inconnus. J'étais jalouse, mais je n'ai jamais osé le dire. J'avais peur que ça la blesse, qu'elle pense que j'étais égoïste. Vous n'étiez pas égoïste, dit Gordon. Vous vouliez juste vous sentir comme la seule enfant qu'elle tenait dans ses bras. Clara se tourna vers lui, surprise par de tels mots, surtout de la part d'un homme qui semblait ne pas savoir comment tenir qui que ce soit. Je connais ce sentiment, dit Gordon, plongeant son regard dans le sien. À Briard-Hill, nous n'étions qu'une foule. Personne ne nous appelait par notre vrai nom, juste gamin, ou ou toi. Mais quand elle venait, elle demandait à chacun de nous. Comment tu t'appelles? Tu aimes la nourriture épicée? Tu préfères les carottes ou les pommes de terre?
Elle n'avait pas besoin de se souvenir de nos réponses. Le simple fait de demander nous donnait l'impression d'être quelqu'un. Clara se mordit la lèvre inférieure. Elle pensa aux yeux de sa mère chaque fois qu'elle cuisinait, pas fatiguée, pas seulement en train d'essayer de finir la tâche. Cuisinant comme si elle racontait une histoire, comme si chaque tranche de carotte était un morceau de mémoire, lissé et offert avec soin. Peut-être, dit Gordon, presque une confession, qu'elle m'a nourri une fois. Pas longtemps, pas clairement, mais assez pour que je le sache. L'amour a une odeur, sourit Clara, un vrai sourire, doux, comme la lueur d'un feu vacillant dans un vieux poêle en fonte. Elle enroula ses mains autour de sa tasse, puis leva les yeux. Et quelle odeur a-t-il? Le céleri, répondit Gordon, et la gentillesse qui se fiche d'être rappelée. Une seule larme glissa du coin de l'œil de Clara, non de tristesse, non de douleur, mais le genre de larme qui tombe quand on réalise que la chose même qu'on a autrefois détestée est ce qui a sauvé la personne qu'on aime maintenant. Toute la Grande-Bretagne regardait ce soir. The London Palate, la compétition culinaire la plus prestigieuse du pays, avait atteint sa grande finale avec 3 noms restants. Marco, un chef italien flamboyant célèbre pour ses techniques sophistiquées. Isabelle, une prodige de la cuisine froide avec des années d'expérience dans des restaurants 3 étoiles Michelin. Et Clara Bennett, la femme d'un petit café de province. Sans CV, sans formation formelle, sans récompense. La scène était transformée en théâtre. Des lumières blanches éclairaient 3 postes de cuisine, espacés comme 3 mondes en attente de net. Les sièges du public étaient combles. Les flashs des médias crépitaient sans arrêt. Des investisseurs, des chefs célèbres, même quelques politiciens remplissaient les rangs. Personne ne s'attendait à ce que Clara aille si loin, c'est pourquoi tous les yeux étaient maintenant sur elle. La femme que personne ne pouvait cerner. Seule sa cuisine parlait. Gordon Val, le juge principal, s'avança. Pas de sourire, pas d'introduction. Juste une seule phrase prononcée d'une voix basse, froide et profonde. Défi final. Cuisiner pour quelqu'un qui ne sait pas ce dont il a besoin. Un silence tomba sur toute la salle. Personne n'y parla. Tout le monde comprenait. Ce n'était plus un test de compétence. C'était un miroir tendu à l'âme. Un plat non pas destiné à impressionner, mais à faire en sorte que le mangeur se sente vu. Les 3 finalistes commencèrent presque à l'unisson. Marco prit du foie gras, du vin de Marsala, des truffes noires et une riche réduction de vin rouge. Isabelle attrapa des bonbonnes d'azote, du fromage frais, du gel de kiwi et une mousse de prune. Ils se déplaçaient comme des chefs d'orchestre symphonique écrivant leur crescendo final avec une précision à couper le souffle. Clara resta immobile. Elle ne regarda pas les ingrédients. Elle regarda dans le public vers un siège vide. Pas de famille, pas d'alliés dans la presse. Juste une chaise vacante, comme le souvenir de quelqu'un qui s'y était assis pour elle. Elle inspira, se dirigea vers le réfrigérateur et sortit des carottes, des oignons, des pommes de terre, un peu de céleri, du beurre non salé, des œufs, du pain de mie blanc et un peu de crème fraîche. Personne ne comprenait ce qu'elle faisait. Personne n'attendait rien de ces ingrédients si élémentaires. Elle commença à faire mijoter les légumes, les pressa pour en faire un bouillon, assaisonna avec du sel de mer et une cuillère d'huile d'olive, grilla le pain à la main, sans machine, fit bouillir les œufs mollets, le jaune encore coulant, fouetta du beurre à l'ail à la main jusqu'à ce qu'il soit lisse. Rien qui puisse être appelé haute cuisine. Juste un repas. Quelque chose que vous pourriez faire pour quelqu'un qui rentre tard du travail, quelqu'un qui a un rhume, quelqu'un qui vient d'avoir le cœur brisé, ou quelqu'un qui ne réalisait même pas qu'il avait besoin de manger. Marco dressa son foie gras avec 3 types de sauces. Isabelle présenta sa mousse, une aquarelle sur porcelaine. Les applaudissements éclatèrent. Certains dans la foule se levèrent pour applaudir. Quand Clara posa son plat, juste un bol de soupe chaude, une tranche de pain grillé doré et un œuf mollet coupé en 2 sur le plateau d'argent, quelques ricanements résonnèrent dans les rangs. Elle s'avança, posa son plateau et recula. Une minute entière de silence. Certains membres du public chuchotèrent. Un autre rit derrière sa main. Un autre pencha la tête. C'est la finale. Un juge plissa les yeux. « Pour qui est ce plat ?» demanda-t-il. Clara ne répondit pas tout de suite. Elle regarda chaque visage devant elle, puis dit « Pour quelqu'un qui n'a jamais cru qu'il était aimé, alors il ne sait pas qu'il a faim d'une étreinte. » Gordon resta silencieux. Les 3 juges levèrent leurs cuillères un par un. La première, Madame Blanche, une experte internationale en saveurs connue pour ses normes strictes, goûta la première.
Elle était souvent la plus difficile à satisfaire. Après une cuillerée, elle leva les yeux mais ne parla pas immédiatement. Elle reposa doucement la cuillère, regarda Clara et dit « Ce plat me rappelle quand j'avais 12 ans. Seule pour la première fois, mangeant la soupe que ma grand-mère avait emballée. Personne ne se souvient de la recette, mais je me souviens du sentiment. » La salle était complètement silencieuse. Le deuxième juge, Thomas Dreyer, un critique culinaire tristement célèbre pour 3 décennies de critiques acerbes, goûta ensuite. Il fronça les sourcils, non par mécontentement, mais parce que quelque chose s'était coincé dans sa gorge. Il but une gorgée d'eau, puis marmonna presque pour lui-même. Cela ne se mesure pas sur les échelles d'acidité, de gras ou d'umami. Mais si ma femme était encore en vie, je sais qu'elle en demanderait un autre bol. Gordon leva sa colère. Pour la première fois, personne ne le pressa de parler. Il prit une bouchée. Il n'y eut pas de surprise dramatique, mais il marqua une pause. Son regard se leva lentement. Sa respiration s'approfondit. Le silence dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il mangea un morceau de pain grillé, puis la moitié de l'œuf. Sa main tenant la cuillère trembla légèrement. Tout fondait dans sa bouche comme si ce n'était rien de spécial, mais cela vous faisait ralentir. Le garder plus longtemps, non pas parce que c'était délicieux, mais parce que cela mettait votre estomac et quelque chose de plus profond dans votre poitrine en sécurité. Gordon reposa la cuillère. Il se tourna vers le public et dit, sa voix profonde mais claire, « Ce n'est pas un repas. C'est une étreinte. C'est un murmure qui dit, je sais que tu es fatigué. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Je veux juste que tu sois rassasié et que tu saches que tu mérites de rester. » Silence. Il se tourna vers Clara. Peut-être que je n'ai jamais su que j'avais besoin d'une étreinte jusqu'à aujourd'hui. Personne n'applaudit, non pas parce qu'il n'était pas impressionné, mais parce que personne ne voulait briser l'émotion maintenant suspendue dans l'air. Ce n'était pas un plat qui faisait haleter les gens. C'était un plat qui faisait que les gens se sentaient vus. Plus de rire, plus de chuchotements. Certains baissèrent la tête. D'autres s'essuyèrent les yeux. Et au centre de la scène, une femme sans diplôme, sans histoire, sans stratégie médiatique, avait cuisiné un repas qui a réduit le monde au silence. Vous regardez Histoire d'âme, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Histoire d'âme. Le nom de Clara Bennett fut annoncé sous une pluie de confettis dorés, des applaudissements tonitruants et l'éblouissement des lumières de la scène. La caméra zooma sur son visage, non pas pour capter une explosion de joie, mais pour trouver une immobilité calme, presque sereine. La fille sans CV, sans récompense, sans stratégie médiatique venait d'être couronnée lauréate du London Palate. Gordon, debout à ses côtés, fut celui qui lui offrit le trophée d'argent, mais elle ne le prit pas tout de suite. Elle le regarda, symbole d'une victoire inattendue, puis tendit lentement la main et le repoussa doucement vers lui. Je refuse respectueusement le titre. L'auditorium tout entier tomba dans le silence, comme si quelqu'un avait débranché le son. Même Gordon se figea une fraction de seconde. Les juges semblaient stupéfaits. La caméra zooma de nouveau sur le visage de Clara, comme pour confirmer qu'elle ne plaisantait pas. « Je ne suis pas entré dans cette compétition pour gagner, » dit Clara, sa voix douce mais résonnant clairement dans le silence. « Je suis entré pour prouver que parfois, même ceux qui n'ont rien à montrer peuvent encore nourrir quelque chose de vrai chez les autres. » Elle s'inclina, puis quitta la scène sous les lumières flamboyantes, laissant le trophée d'argent reposer tranquillement dans les mains de Gordon Val. 3 semaines plus tard, un matin brumeux enveloppait le quartier d'Eastborough, un district autrefois considéré comme une tache blanche sur la carte d'investissement de la ville. Dans une rue pavée, une petite boutique était apparue du jour au lendemain, son enseigne peinte à la main légèrement de travers, la cuisine ouverte. Mangez et partagez votre histoire si vous le souhaitez. Pas de marque de luxe, pas de nom de célébrité attaché, juste une longue table dans une cuisine ouverte, quelques chaises en bois et l'odeur chaude du pain grillé flottant par la porte. Clara Bennett avait utilisé tout l'argent de son prix pour construire cet endroit, une cuisine communautaire où n'importe qui pouvait venir pour un repas chaud, sans poser de questions, sans demander d'où vous veniez, sans demander ce que vous aviez à donner. Les personnes âgées, les enfants, les sans-abri, même les employés de bureaux solitaires. Ils pouvaient tous entrer et s'asseoir. Chaque matin, Clara arrivait à vélo d'un complexe de logements voisins, ouvrait la cuisine à 9 heures,
allumait la cuisinière de ses propres mains et commençait à préparer les légumes comme si elle cuisinait pour sa famille. Il n'y avait pas de titre ici, pas de projecteur, mais les remerciements silencieux, les hochements de tête timides d'étrangers et les enfants lavant la vaisselle entre deux éclats de rire. C'était suffisant pour que Clara sache qu'elle était exactement là où elle devait être. Un après-midi de fin d'automne, alors que le froid commençait à s'infiltrer par toutes les fissures et les coins, Clara rinçait des légumes quand elle entendit la cloche de la porte sonner doucement. Pas de fanfare, pas de flash de caméra, juste le son de pas lents et réguliers. Elle leva les yeux et vit Gordon Val. Pas de costume, pas de cravate, juste lui, debout dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches, l'air légèrement déplacé. « Venu critiquer mes œufs à la coque ?» demanda Clara, moitié taquine, moitié sur la défensive. Gordon gloussa, se grattant la nuque. « Non, je suis venu demander. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle, je ne suis pas doué, mais je suis prêt à apprendre. » Clara pencha la tête, faisant semblant d'y réfléchir. « Tant que vous ne jetez pas le torchon dans la marmite de soupe. » Gordon posa une main sur sa poitrine. « Je le jure, sur l'honneur de quelqu'un qui s'est fait virer d'une école de cuisine pour avoir mal lavé de la laitue. » Ils rirent tous les deux, et pour la première fois, leur rire n'avait pas de mur. Pas de défense. Juste le rire de deux personnes qui s'étaient autrefois trouvées aux extrémités opposées du spectre, le pouvoir et l'invisibilité, se rencontrant maintenant dans le seul endroit où aucune preuve n'était nécessaire. Une petite cuisine. Cet après-midi-là, l'un des chefs les plus renommés de Grande-Bretagne retroussa ses manches pour laver des légumes et récurer des marmites dans une cuisine sans nom. L'eau du robinet était froide. Le savon lui piquait les mains. L'odeur d'ail s'accrochait sous ses ongles. Il travaillait tranquillement, sans se plaindre. Clara se tenait à côté de lui, montrant à un enfant comment couper des oignons avec sa main gauche, jetant un coup d'œil de temps en temps avec un doux sourire. « Vous savez, dit-elle tranquillement, je n'aurais jamais pensé voir Gordon Val faire la vaisselle dans ma cuisine. Je n'aurais jamais pensé cuisiner à côté de la personne qui m'a rappelé pourquoi j'ai commencé, répondit-il. Quand ils eurent fini, ils s'assirent à une vieille table en bois près de la fenêtre, tenant des tasses de thé chaude. « Pourquoi avez-vous ouvert cet endroit ?» demanda Gordon, non pas comme un défi, mais comme un homme essayant simplement de comprendre. Clara regarda dehors où un petit garçon jouait avec un chien joufflu. « Parce que j'ai su un jour ce que c'était que d'avoir faim, mais de ne pas savoir de quoi j'avais faim. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens comme ça. » Gordon ne répondit pas. Après une pause, il dit doucement, sans la regarder. « Vous n'avez pas gagné cette compétition, Clara. » Clara haussa un sourcil, prête à répondre. Mais il continua, « Parce que vous n'étiez jamais en compétition. Vous avez juste rappelé aux gens ce que c'est que d'être nourri en tant qu'être humain. » Le vent chuchotait dehors. Une pluie fine commença à tomber. Dans cette cuisine, il n'y avait pas de sponsor, pas de caméra qui tournait. Juste le bruit des couteaux tranchant les légumes, des plats s'entrechoquant doucement. Et deux personnes qui avaient été blessées par la gloire, choisissant maintenant de guérir avec les choses les plus simples du monde. C'était un dimanche matin tranquille dans une petite banlieue du Surrey, où la lumière du soleil se déversait sur de basses clôtures drapées de fleurs sauvages. Une modeste maison en briques rouges se nichait dans un jardin d'herbes et de légumes, rien qui n'attirait l'œil d'un passant. Mais à l'intérieur de cette humble cuisine, quelque chose d'important était sur le point de se produire. Gordon Val se tenait au portail, tenant un sac en papier de pain frais et un petit bouquet de lavande séchée. Un cadeau maladroit, peut-être, mais c'était tout ce qu'il avait pu trouver pour la rencontre la plus importante de sa vie. Il ne s'était jamais considéré comme quelqu'un de nerveux, mais ce matin-là, son cœur battait étrangement vite. Comme si, après des milliers de plats cuisinés dans sa vie, c'était la première fois qu'il offrait quelque chose à quelqu'un, non pas pour être loué, mais pour être pardonné. Clara ouvrit la porte dans un vieux tablier, les cheveux noués lâchement à la nuque. Pas de maquillage, pas de faux-semblants. Juste Clara, la femme qui l'avait aidé à se souvenir d'un souvenir qu'il pensait avoir perdu. Ses yeux étaient doux, bien qu'une lueur de nervosité persistât. « Ma mère est dans la cuisine, » dit doucement Clara, avec une pointe de malice dans l'œil. « Je lui ai dit qu'un ancien collègue venait nous voir. » Gordon Surrett. Il entra, et la petite cuisine fut instantanément remplie de l'odeur de maïs rôti, de beurre fondant, et de quelque chose d'autre, de chaud et sans nom. Margaret, la mère de Clara, retournait des crêpes de maïs sur une poêle en fonte, sa petite silhouette stable et précise.
Bonjour, madame. Je suis Gordon, dit-il. Je suis venu vous remercier. Margaret se tourna, plissant les yeux vers le grand homme dont l'honnêteté le faisait ressembler à un enfant affamé. Me remercier de quoi? Gordon posa le pain et la lavande sur la table. Il déglutit difficilement. Pour la soupe que vous faisiez pour Briar Hill. Vous ne le sauriez pas, mais l'un des enfants qui l'a mangé, c'était moi. Margaret marqua une pause. Sa paume trembla légèrement. La spatule en bois se figea au-dessus de la poêle. Vous étiez l'un de ces enfants? Gordon hocha la tête. Puis il lui raconta sans fioriture les hivers glaciaux, où l'odeur de la soupe de légumes était la seule preuve que quelqu'un dans le monde se souciait encore. Il parla d'une voix épaisse de souvenirs. Pas une seule larme ne tomba, mais chaque mot portait le poids de quelque chose de longtemps enfoui. Je n'ai jamais su qui vous étiez. Mais ce goût, c'est la raison pour laquelle je suis devenu chef. Margaret le regarda, les yeux brillants. Elle n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle posa doucement une main sur son épaule. Alors, nous nous sommes rencontrés il y a bien longtemps, mon fils. Cet après-midi-là, Clara et Gordon se tenaient ensemble dans la cuisine de la cuisine ouverte, où ils organisaient un cours de cuisine pour les enfants du quartier. Pas de caméra, pas de juge, juste des rires. Le son de l'huile grésillante et de petites mains maladroites essayant de trancher des oignons. Gordon n'enseignait pas seulement les techniques de couteau. Il s'agenouillait à côté de chaque enfant, les guidant à travers chaque tranche, chaque température de poêle. Ses yeux ne portaient plus l'éclat vif de la célébrité, mais le soin tranquille d'un enseignant. Quelqu'un qui avait eu faim, qui avait tremblé en tenant un couteau, et qui transmettait maintenant la chose qu'il avait autrefois sauvée. Au fourneau principal, Clara montrait à un plus petit groupe comment faire une soupe de potiron. Alors qu'elle remuait la marmite, Gordon s'approcha, se lavant les mains à l'évier. « Vous avez dit un jour que je n'étais pas un vrai chef. » dit Gordon, assez fort pour être entendu par-dessus le joyeux chaos. Clara ne leva pas les yeux. Elle sourit simplement en remuant. « Je me souviens, un peu long, mais mémorable. » Gordon Rhett. Il la regarda cette fois, sans rien retenir. « Maintenant, tout ce que je veux, c'est manger votre nourriture tous les jours. » Clara marqua une pause, se tourna pour lui faire face. Son regard ne scintillait pas. Il brillait doucement comme la lueur d'une bougie, mais c'était suffisant pour le maintenir figé. « Et tout ce que je veux, c'est que vous la mangiez et ne disiez rien, car c'est ainsi que je saurai qu'elle a atteint votre cœur. » Ils se tinrent là, sans s'embrasser, sans faire de déclaration. Mais dans l'USP. Est-ce entre le sel, les oignons, les herbes et l'huile, ils firent une promesse silencieuse. Un jour, ils ouvriraient peut-être un restaurant. Peut-être pas, mais il y aurait toujours une cuisine. Une cuisine pour deux, où chaque plat commencerait par une vérité simple, cuisiner pour quelqu'un que l'on aime. Cet après-midi de fin d'été, dans le jardin derrière la cuisine communautaire, Clara se tenait devant une table préparée par ses jeunes élèves, le plat de pâtes qu'elle leur avait enseigné la semaine précédente maintenant présenté dans toutes les variations possibles. Trop cuit, pas assez salé, de travers, plein de fromage et joyeux. Les enfants rayonnaient, et c'était suffisant. Puis Gordon l'appela dans le jardin arrière. Une longue table drapée d'une nappe à carreaux, de délicats tasses en céramique et des plats du monde entier. Soupe italienne, rôti argentin, même une simple bouillie d'oignons verts comme celle que Clara avait faite un jour pour les sans-abri. Vous apprenez aux gens à cuisiner avec amour, dit Gordon. Aujourd'hui, je cuisine pour le demander. Clara le regarda, portant un tablier tout neuf, les mains saupoudrées de farine, une tache d'herbe sur le front. Il ne s'agenouilla pas. Il se tenait droit, la main sur le cœur. Pas de bague. Mais si vous en avez besoin, je la moulerai en chocolat. Elle rit. Les enfants sifflèrent. Margaret essuya ses larmes derrière un pot de fleurs. Gordon continua. Soyez ma femme, non pas parce que je suis un grand chef, mais parce que je veux passer chaque jour à réassaisonner la vie avec vous. Une pincée de sel, un peu de douceur et beaucoup de courage. Le voulez-vous? Clara hocha la tête, puis murmura. Tant que notre cuisine ne ferme jamais. Un mois plus tard, ils célébrèrent leur mariage dans le jardin de la cuisine communautaire. Pas de robe coûteuse, pas de champagne. Juste un four à bois, du pain fraîchement cuit et un menu sur un tableau noir qui disait « Festin de mariage de Clara et Gordon. Mangez si vous avez faim, aimez si vous le voulez, et faites la vaisselle si vous le pouvez. » Les invités étaient ceux qui avaient autrefois reçu des repas gratuits, d'anciens élèves, quelques chefs discrets qui avaient travaillé dans les coulisses de Gordon,
et Margaret, qui coupa le gâteau de mariage fait de 12 couches de pain aux herbes beurrées. Personne n'apporta de fleurs. Tout le monde apporta un ingrédient. Carottes, gingembre, ragoût, rire, larmes. Ils cuisinèrent ensemble. Alors que la nuit tombait et que la lumière dorée de la cuisine se déversait sur le jardin, Gordon serra Clara contre lui et dit avec un sourire, « J'ai travaillé dans des centaines de cuisines, mais celle-ci, où vous vous tenez, est la seule où j'ai jamais eu envie de rentrer à la maison. » Clara ne dit rien. Elle plaça simplement sa main dans la sienne et murmura, « Cuisinons une vie qui vaille la peine d'être savourée. »